On va parler du casse du siècle. Koum Koum, drôle de nom qui fait rire jaune. Qui, finalement, protège la délinquance en col blanc. Cette fraude sur les koum-koum fait l'objet aujourd'hui de procédures de redressement pour un montant de 4,5 milliards d'euros. Je vous le dis, je rêve. C'est une fraude longtemps restée dans l'ombre, la fraude Koum Koum. Derrière ce terme technique se cache ce que certains ont surnommé le casse du siècle, l'un des plus grands scandales fiscaux de ces dernières années. Des milliards d'euros envolés, avec au cœur du système des banques parfaitement organisées, face auxquelles le Sénat s'est battu pendant plus de 7 ans. Dans le projet de loi de finances 2025, un dispositif anti-Koum Koum a enfin été adopté sous l'impulsion du Sénat. Dans cet épisode, nous vous proposons de revenir sur ces années de lutte acharnée. Il est 7h54, l'heure du Zoom éco, Nikos Aliagas avec Axel de Tarlé. Cher Axel de Tarlé, on va parler du casse du siècle. 18 journaux européens, dont Le Monde en France, ont révélé une arnaque à 55 milliards d'euros. Octobre 2018, le journal Le Monde et plusieurs médias internationaux sortent une enquête sur les Cum-Ex Files. À l'époque, Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. mon collègue et mon prédécesseur Albéric de Montgolfier, avec le président de la Commission des finances d'alors, Vincent Eblé, ont ensemble déjà conduit une démarche. Mes chers collègues, la séance est reprise. Il y a eu dans Le Monde un article sur des révélations concernant une fraude aux dividendes. Albéric de Montgolfier, ancien rapporteur général de la Commission des finances. Et c'est la raison de l'amendement que je vous présente, très largement co-signé par mes collègues. Qui est pour l'adoption de l'article 8, qui est contre, il est adopté. Et puis cet amendement n'a pas été adopté à l'Assemblée nationale. Le scrutin est clos. L'Assemblée n'a pas adopté. On a bien senti assez rapidement que le monde bancaire, qui était finalement un opérateur important, faisait un lobbying et des actions puissantes auprès des instances de Bercy. Mais alors concrètement, comment fonctionne cette fraude ? En France, quand un investisseur étranger possède des actions dans une entreprise française, il doit payer un impôt sur les dividendes qu'il touche. Et cet impôt tombe à une date précise, par exemple le 1er janvier. Sauf qu'il existe une faille. Juste avant cette date, l'investisseur prête ses actions à une banque française, du 31 décembre au 2 janvier par exemple. Pendant ces 2 jours, il n'est plus officiellement le propriétaire des actions. La banque les récupère, perçoit les dividendes, mais elle n'est pas taxée. Ensuite, le 2 janvier, la banque rend les actions à l'investisseur et lui reverse l'argent, en gardant une commission au passage. Résultat, l'investisseur et la banque sont gagnants, d'où le nom de Koum Koum qui signifie en latin « avec », autrement dit « gagnant-gagnant ». Reste l'État qui, lui, perd des milliards d'euros. Ensuite, ça a été repris par notre mission d'enquête sur le sujet des fraudes. Claude Raynal, président de la Commission des finances du Sénat. Pour faire le point sur ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir, et nous avons le plaisir d'accueillir, M. Frédéric Janouchik, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal à la Direction générale des finances publiques. Dans une table ronde, on a à l'époque un haut fonctionnaire de Bercy qui clairement met les pieds dans le plat puisqu'il explique et il insiste en disant que là, il y a des abus qui sont faits. On est face à des situations de dénégation complète d'autres banques. C'est-à-dire que même face à des cas caricaturaux où on a des prêts de titres juste les veilles de versement d'acompte, et qu'on arrive à montrer sur des graphiques très parlants, on nous dit non, c'est pas pour des raisons fiscales. Frédéric Janouchik est un haut fonctionnaire. Traditionnellement, les positions des hauts fonctionnaires du ministère des Finances sont des positions assez factuelles. Et dans ce cas précis, il avait un peu levé la voix pour dire qu'il considérait que les banques étaient allées trop loin. Je n'apprécie pas du tout que la FBF intervienne auprès de nos ministres pour dire que nos vérificateurs font n'importe quoi. Il avait mal vécu que finalement les banques se soient adressées à son ministre pour mettre en cause les contrôleurs de Bercy, ce en quoi il avait totalement raison. La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2025. Puis c'est revenu donc au PLF 2025. Quand vous êtes dans l'hémicycle, quelle que soit l'heure, il faut créer un rapport de force. Comme ça faisait quand même 6 ans qu'on essuyait des difficultés et qu'on a essuyé des revers, il faut absolument pousser l'avantage jusqu'au bout. Lorsque j'ai présenté l'amendement, j'ai fait en sorte qu'il n'ouvre pas
un centimètre carré de faiblesse juridique possible. Les bénéficiaires de ces dispositifs jouissent en effet d'une forme de sentiment d'impunité, pensant être protégés par la complexité ou l'opacité des montages qu'ils mettent en œuvre. Eh bien, je le dis, la complexité n'implique pas l'impunité. Pendant le débat, pendant quelques minutes, il y avait un silence assez évocateur qui montrait qu'on était dans un moment un peu unique. Votant 340, exprimé 339, pour 339, l'amendement est adopté. On y arrive avec du temps, avec de l'énergie, mais avec de la conviction. Et quand, dans le scrutin public, tout le monde, sans exception, adopte la mesure, vous dites « on a fait du boulot ». Le 30 janvier 2025, le projet de loi de finances comprenant l'amendement anti-Koum-Koum est adopté en commission mixte paritaire. Alors ensuite, c'est pas fini. Moi, j'ai un premier appel du ministre de l'économie qui me dit « bon, on pense que ça tourne pas tout à fait et donc on proposera éventuellement pour le BOFIP, qui est le bulletin officiel des finances publiques. En termes juridiques, c'est un commentaire juridique pour préciser, expliquer ce que le gouvernement va mettre en place pour traduire la volonté du législateur. » Ok, mais ce que nous recevons, puisque c'est envoyé au président Claude Raynal et à moi-même, ne correspond pas à la volonté du législateur. En fait, on s'en écarte à nouveau. Nous le contestons immédiatement. Nous faisons un premier courrier commun pour dire que ça ne traduit pas la formulation du Sénat, mais qu'il y a finalement une ouverture, disons, à quelque chose qui pourrait encore laisser du champ libre à l'interprétation. Mais le texte est publié. Ça tourne autour de la question du bénéficiaire effectif. La question, c'est de savoir si c'est la banque qui est bénéficiaire ou si le bénéficiaire effectif est un étranger pour lequel la banque travaille. Le BOFIP revenait sur une proposition que nous avions faite, obligeant un peu les banques à fouiller et à nous dire qui était le bénéficiaire effectif, y compris sur des marchés qui sont des marchés régulés et qui sont des marchés compliqués parce que quelquefois on n'a pas la vision directe de celui qui est derrière. Et cette question-là, comme par hasard, avait été donc suspendue dans le cadre du BOFIP où on disait dans les marchés régulés, on n'oblige pas à retrouver le bénéficiaire effectif, etc. C'était une façon de simplifier le travail des banques, mais en même temps, c'était trouver finalement une voie pour échapper de nouveau à l'impôt. Ce qui me conduit peu de temps après à interpeller lors d'une question au gouvernement le ministre de l'économie et des finances. Jean-François Husson pour le groupe des Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, à 2 reprises, le président de la commission des finances, Claude Raynal, et moi-même, vous avons écrit pour vous indiquer notre opposition au texte d'application que vous comptiez publier. Mais vous avez décidé de passer outre. Ma question est donc simple, monsieur le ministre. De quelle légitimité démocratique vous prévalez-vous pour maintenir ce texte d'application alors qu'il est refusé par le Parlement, ce que même vos administrations semblent comprendre? Le pouvoir exécutif, il est là pour mettre en œuvre les votes du Parlement. S'il veut modifier, il n'interprète pas, il ne contourne pas. Il amène dans un texte suivant, dans un projet de loi de finances, mais il amène un texte nouveau pour corriger, amender, etc. Je suis furieux, je me dis que c'est aller trop loin. Si près du but, c'est pas normal. Je décide d'aller à Bercy. Ce matin-là, ce sénateur républicain spécialiste des finances publiques s'invite par surprise au ministère de l'économie pour demander des comptes. Il manque des éléments. Ouais, il manque des éléments, j'ai besoin d'en avoir davantage. Et là, je procède aux auditions des directions concernées, Trésor, Finances publiques et Budget. Alors, pourquoi vous avoir sollicité aujourd'hui pour cette conférence de presse ? Parce que un des principes fondamentaux de notre République a été bafoué. Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. C'est le lobby bancaire lui-même, à travers la Fédération bancaire française, qui a demandé à Bercy de prévoir ces cas de non-application de l'impôt, alors que les banques elles-mêmes profitent de cette fraude. Enfin, je n'ai reçu aucune explication claire sur le fond des raisons pour lesquelles le texte d'application avait ainsi été rédigé, malgré ou après 5 heures d'échanges à Bercy, finalement très obscurs.
Là, le gouvernement est allé un peu trop loin parce que c'est un sujet qui était très travaillé par le Sénat. Je ne suis pas procureur, je ne suis pas censeur. Simplement, on met le doigt sur le non-respect de certains textes qui font que l'État ne perçoit pas un certain nombre des recettes fiscales qui devraient tomber dans l'escarcelle public. 24 juillet 2025, Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances, annonce la suppression de son texte d'interprétation aux côtés de Jean-François Husson et Claude Raynal. Il est apparu au cours des débats que ces précisions ont été considérées par le Sénat comme portant le risque de dénaturer le texte. Et dans un souci de compromis, après le dialogue que nous avons eu, j'ai décidé de retirer le texte en question. C'est pas souvent que ce type de retrait, de mon point de vue justifié, je le redis, s'opère et finalement ça remet les choses à plat et ça permet d'envisager la suite avec davantage d'optimisme. On est dans un pays où la notion d'égalité est une notion majeure. Les Français, ils sont très attachés. L'idée qu'eux paieraient leur dû et que d'autres pourraient trouver des solutions pour échapper à l'impôt, ça c'est intolérable. Donc si le législateur ne tient pas compte de cet état d'esprit national, on ne ferait pas notre job. Évidemment, on n'a pas la même sensibilité politique, on n'a pas les mêmes histoires politiques, on n'a pas les mêmes parcours personnels, professionnels, mais c'est aussi ce qui fait la richesse et la force de la vie en général et évidemment de la vie politique et publique. Au Sénat, vous allez trouver 30 exemples, pour pas dire 100, de personnalités politiques qui sont tout à fait d'accord pour avancer conjointement sur des sujets. Affaire Benalla, société de conseil, même chose pour les aides aux entreprises. Il y a beaucoup plus d'exemples de ce type, en tout cas, que d'exemples de clash entre un rapporteur et un président. Alors on dit que c'est la sagesse, mais ce n'est pas la sagesse. Je pense que c'est d'abord le travail de fond qui permet de ne pas laisser de zone d'ombre. C'est bien la durée. On en est à la 6e année de travail ensemble. On apprend à se connaître, on sait les limites de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, ce qu'on doit discuter en commun, ce qui est naturel et où on n'a pas besoin de se parler, on sait qu'on va être sur la même ligne. Et je pense que la justice sociale et fiscale, elle est l'apanage d'aucuns. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Ce n'est pas un sujet de gauche ou de droite. L'engagement politique est souvent décrié, mais je pense qu'on a le droit d'avoir un idéal. Ça nous lie, quelle que soit l'étiquette politique. Voilà. Heureusement d'ailleurs.